Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter une série de vidéos qui porteront sur le cours de la pragmatique en s'appuyant évidemment sur le cours présentiel de M. Kharbouch, professeur docteur de la faculté des sciences humaines Oujda au Maroc. C'est un cours très intéressant. Il faut l'étudier avec un plaisir d'acquérir de nouvelles connaissances concernant la matière en question. Dans un premier temps, on va aborder et définir les notions de base concernant la pragmatique. Ensuite, nous allons traiter le bouquin d'Austin Candir Sefer. Si vous arrivez à aimer le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à le manifester par un like et un abonnement. La première notion qui se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'un langage? Le langage est une faculté propre à l'être humain par laquelle, en utilisant l'appareil phonatoire, l'homme peut communiquer avec ses semblables. L'objectif prévu par le langage, c'est se comprendre mutuellement. La deuxième question qui se pose, c'est quoi parler la même langue? Parler la même langue, c'est le fait de procéder de la même façon à la dénomination et à l'énonciation. La dénomination, c'est le fait de donner des noms aux objets du monde. Et l'énonciation, c'est le processus par lequel on produit des énoncés. C'est-à-dire la manière par laquelle on produit les énoncés, tout simplement. Ainsi, on peut dire que l'activité du langage s'appuie sur deux aspects. Les procédés de dénomination et les procédés de l'énonciation. Dans les procédés de dénomination, on nomme trois types d'objets du monde. Soit les entités qui peuvent être concrètes ou abstraites, les procès, c'est-à-dire les événements ou les verbes d'action par lesquels on agit sur les objets du monde. Ces événements ou ces procès sont soit avec agent ou sans agent. Lorsque je dis par exemple, je pose le stylo sur la table, l'agent c'est moi. Alors que il pleut, l'agent n'est pas déterminé. Troisièmement, les relations. Il y a trois types de relations. Les relations temporelles, spatiales et logiques. À noter que la dénomination est généralement collective et arbitraire, mais elle peut être individuelle et motivée. C'est-à-dire, la nomination des objets du monde est déterminée par un groupe large d'hommes. Et il n'y a pas de motif pourquoi on a donné tel nom à tel objet. Alors que les procédés de l'énonciation, c'est le fait de produire des énoncés. Elle est généralement individuelle, mais elle peut être collective. Par exemple, un PV d'un parti politique qui parle au nom de plusieurs personnes. Ce qu'il faut tenir aussi que chaque énoncé a quatre aspects. Un aspect phonétique, c'est-à-dire que chaque prononciation d'un énoncé nécessite évidemment la production d'une suite de sons. On peut parler évidemment d'un aspect graphique lorsqu'il s'agit d'un écriteau. Le deuxième aspect, c'est l'aspect grammatical. Il s'agit du choix de l'ordre et de la forme des mots constituant l'énoncé. Par exemple, je peux dire bonne année comme je peux dire je vous souhaite une bonne année. Troisième aspect, c'est l'aspect sémantique. C'est le vouloir dire ou le vouloir signifier quelque chose. Enfin, l'aspect rhétorique qui concerne les relations intersubjectives. Cet aspect permet d'agir sur l'autre par divers types d'énoncés. Il faut noter que l'objet de la linguistique, c'est le langage, saisi à travers les langues. Comme vous le voyez, le langage est au singulier alors que les langues est au pluriel. Cela veut dire que le langage est le même pour tous les hommes, peu importe le temps et l'espace. Il représente une faculté naturelle propre à l'être humain, dont l'objectif c'est la communication langagière,
Mais cette faculté peut se réaliser à travers diverses langues. Passons à un autre point, l'objet du linguiste. L'objet du linguiste, c'est la communication langagière. Cette communication langagière se réalise à travers trois aspects, l'aspect cognitif, l'aspect psychosocial et l'aspect sémiotique. L'aspect cognitif vient du mot cognition, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au savoir, c'est-à-dire lorsque je communique avec vous, par exemple, je vous informe de quelque chose, c'est-à-dire je vous transmets un savoir. L'aspect psychosocial, relatif au côté psychique, c'est-à-dire la transmission des émotions et des affects du locuteur, alors que social, relatif au statut social et au rôle social des individus au sein d'une société donnée. C'est-à-dire, pour dire quelque chose, cela dépend du rôle social que nous jouons au sein de la société et aussi de notre statut social. Enfin, l'aspect sémiotique. Pour comprendre cet aspect, il faut savoir que chaque société est un ensemble d'individus qui partagent trois types d'institutions sociales. Les institutions économiques, les institutions juridico-politiques et les institutions sémiotiques. La langue est une institution sémiotique, comme l'habillement, la religion, la nourriture, etc. Mais la langue est la plus importante des institutions, car elle permet de signifier toutes les autres institutions. Ainsi, lorsque nous parlons, nous véhiculons l'appartenance à telle ou telle institution sociale. Selon Saussure, le langage a un double fonctionnement, c'est-à-dire tout énoncé comporte deux aspects. Un aspect formel relatif à la forme et qui est perceptible, c'est-à-dire qu'on perçoit avec les sens, soit l'ouïe ou la vue, et un aspect sémantique relatif au sens et qui est intelligible, qu'on comprend avec notre cerveau. Cette dualité fondamentale du langage stipule qu'en gros, il y a trois composantes ou trois branches pour la linguistique. La phonologie, c'est l'étude des phonèmes de la langue. La morphosyntaxe s'intéresse à l'étude des formes et de l'ordre des unités lexicales au sein de la phrase. Et la lexicologie, que ce soit la morphologie lexicale ou la sémantique lexicale, elle s'intéresse au lexique de la langue. Ces trois composantes ont une visée scientifique qui se base sur la description et l'explication. On doit noter bien qu'il ne faut pas confondre les trois composantes de la linguistique avec l'enseignement des langues ou la didactique des langues. Dans la didactique des langues, au lieu de parler de la phonologie, la morphosyntaxe et la lexicologie, on parle plutôt de la prononciation, la grammaire et le vocabulaire. Contrairement aux branches de la linguistique, qui ont une visée scientifique, l'enseignement des langues ont une visée normative, c'est-à-dire comment utiliser correctement une langue, simplement. Il faut noter aussi qu'il y a trois champs pour le langage. Un champ cognitif, un champ émotif et un champ pratique. C'est-à-dire, pour parler, on utilise soit un langage cognitif afin de transmettre un savoir sur le monde, par exemple la Terre est ronde, ou un langage émotif pour parler de nos émotions et nos affects. Par exemple, en utilisant des phrases exclamatives. Soit on utilise enfin un langage pratique qui concerne les relations intersubjectives, par exemple le cas de donner un ordre ou demander une prière. Dans chaque activité de langage, on utilise soit le fonctionnement, soit l'usage. La linguistique, elle, étudie le fonctionnement du langage, c'est-à-dire comment rendre la communication possible. Ainsi, le linguiste s'occupe des moyens formels et sémantiques que la langue met à notre disposition pour se faire comprendre. Alors que l'usage, c'est de répondre à la question « À quoi sert le langage ?» L'usage est étudié par la philosophie.
Il y a deux types d'usage, un usage inhérent et un usage extrinsique. La pragmatique étudie l'usage inhérent de l'activité du langage, qui est la communication. Tandis que l'usage extrinsèque, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage ?» Ainsi, avec le langage, on peut faire plusieurs choses. On peut séduire, provoquer, intimider et agir sur l'autre. Pour mieux comprendre le double usage de l'activité de langage, on peut dire que tout objet, n'importe quel objet du monde, a un double usage. Un usage inhérent pour lequel il est fabriqué et un usage extrinsèque. Par exemple, on achète une voiture pour se déplacer. Se déplacer d'un point à un autre, c'est l'usage inhérent de la voiture, de l'achat de la voiture. Mais on peut acheter une voiture pour marquer notre appartenance à une classe sociale bien précise. Un autre exemple, l'usage inhérent de la chaise, c'est qu'il sert à s'asseoir, pour s'asseoir. Mais on peut l'utiliser pour frapper quelqu'un. Arrivons à la définition du terme pragmatique. Pragma est un terme grec qui renvoie à l'action. Pragmatique, c'est l'étude de l'action. On dit une action pragmatique ou encore une action pratique, c'est-à-dire celle qui mène vers un but de façon économique, avec un moins de dépenses. Pour Charles William Morris, la pragmatique est l'une des trois composantes de la sémiotique. Selon Morris, la sémiotique se compose de trois parties, la syntactique, la sémantique et la pragmatique. La syntactique, c'est la bonne formation de la sémiosis, que ce soit au niveau grammatical ou au niveau socioculturel. La sémantique s'intéresse aux conditions de vérité de la sémiosis. Il s'agit de la correspondance entre le signe et l'objet du signe. Alors que la pragmatique s'intéresse aux conditions d'efficacité de la sémiosis. Il s'agit de l'efficacité des signes sur les interprètes. Ainsi, on parle d'une communication qui réussit ou une communication qui échoue. Selon Charles William Morris, la sémiotique, c'est l'étude rationnelle de la sémiosis. On a un fait de sémiosis lorsque quelqu'un, l'interprète, qui peut être un homme, une machine ou un animal, conçoit ou perçoit quelque chose, c'est-à-dire le signe, comme renvoyant à quelque chose d'autre, l'objet du signe. Pour mieux comprendre la sémiotique, je vous renvoie au cours sémiotique dans ma chaîne. Vous allez trouver le lien de la playlist de ce cours dans la description. Ludwig Wittgenstein est le premier philosophe anglo-saxon qui a abordé la question de l'usage de l'activité du langage. Il est le propriétaire du slogan « Meaning is use », qui veut dire « le sens, c'est l'emploi », c'est-à-dire le sens d'un énoncé, c'est son usage. Oswald Ducrot va parler du jeu socioculturel. Un jeu, évidemment, nécessite des partenaires et des règles. Ces règles sont déterminées par la société et la culture. C'est-à-dire, chaque fois que je parle à quelqu'un et je parle en tant que partisan à une société donnée, où j'ai un statut social et où je joue un rôle social bien précis. Je parle selon des règles et ces règles sont déterminées par la société et la culture. Enfin, ce jeu nécessite évidemment que l'un l'emporte sur l'autre, c'est-à-dire avoir un vainqueur et un vaincu.